l'Éthiopie. Et nous avons un nouveau vaccin conjugué qui a été développé suite aux épidémies meurtrières de 1996 qui ont fait plus de 250 000 cas et 25 000 décès. C'est à ce moment que les pays africains ont lancé un appel à l'OMS et aux partenaires pour développer un vaccin qui puisse nous permettre de prévenir cette dangereuse affection. Heureusement, ce vaccin a été développé, il a été testé, il est opérationnel et déjà 12 pays africains ont introduit ce vaccin. Près de 153 millions de personnes ont été vaccinées entre 2010 et 2013. Cette année, en 2014, nous allons vacciner le Togo, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Nigeria et l'Éthiopie. Ce qui va nous amener à peu près à 200 millions de personnes vaccinées d'ici la fin de 2014. Donc c'est pour cela que nous sommes là, pour avoir l'engagement des autorités nationales au plus haut niveau et nous avons été très satisfaits de l'accueil que le Premier ministre nous a fait et nous a témoigné l'engagement du gouvernement, l'engagement des hautes autorités du pays pour pouvoir accompagner l'introduction de ce vaccin au Togo. Le gouvernement ne cesse de multiplier des actions en faveur des populations et ce, dans tous les domaines de développement. Des actions qui ne peuvent être sues des bénéficiaires que par le biais d'un service d'information statistique. Depuis mars 2013, l'Union européenne, partenaire privilégié du Togo, a initié justement un projet d'appui à la statistique. Le projet, à terme, les représentants du gouvernement togolais et de l'Union européenne font le point des résultats. Charlotte Monsimet. À travers ce point de presse, le ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire entend informer la population sur les réformes entamées dans le système statistique national. Indispensable pour toute décision, évaluation des actions et programmes de développement dans un État, les données statistiques jouent un rôle clé dans l'élaboration des politiques publiques de développement. Depuis 2009, nous avons adopté une stratégie de développement de la statistique qui nous permet de nous organiser pour avoir les outils essentiels de la prise de décision. Dans toute la sous-région, la plupart des pays ont fait cette réforme. Et donc, c'est une réforme qui est très importante et vers laquelle nous allons aujourd'hui. Afristat a pu nous appuyer pour élaborer tous les tests pour rendre opérationnel l'Institut qui a été déjà créé par la loi statistique. Afristat a apporté l'appui technique. Il n'a pas travaillé tout seul, mais il a apporté son expertise pour compléter l'expertise nationale. Donc c'est un appui technique pour préparer les documents et les faire valider. Apporter un appui pour l'installation et le lancement du Conseil national de la statistique. Réaliser une étude pour la transformation de la Direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale DGSCN en un Institut national de statistique et d'études économiques et démographiques, INSED. Voilà entre autres les principaux objectifs assignés à Afristat en mars 2013. Il ne reste que le gouvernement adopte ou approuve le décret que les experts d'Afristat nous ont proposé pour qu'on puisse enclencher l'opérationnalisation de l'INSED. Notre ambition est de donner plus de moyens à cet organisme qui coordonne en réalité la production et la diffusion de la statistique sur le plan national. Cette mission, financée à hauteur de 180 000 €, soit l'équivalent de 117 milliards de francs CFA par l'Union européenne, s'inscrit dans le projet d'appui institutionnel phase 2 volet 3 qui est l'appui à la statistique. D'ici 2015, le projet de l'INSED sera adopté au Conseil des ministres et devra être opérationnel. Afristat est un observatoire qui regroupe 20 pays dont le Togo. Créé en 1993, il appuie techniquement les pays membres sur les questions relatives à la statistique. Son siège se trouve à Bamako, au Mali. Autre action, le gouvernement togolais et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, s'engagent une fois encore à protéger et améliorer les conditions de vie des enfants du Togo. Ils ont renouvelé leur programme de coopération à travers un plan d'action triennal 2014-2016, signé hier à Lomé. Les deux parties vont donc œuvrer sur le plan socio-éducatif et sanitaire
de l'enfance. Robert Kotogbe, Medina Bacha. Aider les enfants à survivre et à s'épanouir reste la lutte permanente que mène le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Au Togo, depuis 1963, cette institution intervient dans les domaines de la nutrition, l'assainissement, la protection des enfants contre les violences et l'exploitation sous toutes ses formes. L'appui de cette institution onusienne est aussi remarquable sur le plan éducatif et sanitaire. Pour renforcer ces actions, un nouveau programme de coopération vient d'être élaboré. Dénommé Plan d'action du programme Pays, ce document énumère les activités dans lesquelles le gouvernement et l'UNICEF sont appelés à collaborer sur une période de 2014 à 2016 pour améliorer la situation des enfants et des femmes. Cet appui se compose de 4 programmes. Le premier, c'est un programme de survie et croissance, qui est donc un programme de santé, un programme de nutrition. Le deuxième programme est un appui à l'éducation primaire et à l'éducation pré-primaire. Le troisième programme s'occupe de la protection de l'enfant, surtout un programme avec le ministère de l'Action sociale. Il y a une dernière composante qui est plutôt une composante transversale, qui est une composante d'analyse. En novembre 2014, la communauté internationale va célébrer le 25e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Ce plan de travail triennal Togo-UNICEF vient à juste titre pour relever les grands défis liés à la vie et à la protection de l'enfant au Togo. Je souhaite vivement que les actions retenues en ce qui concerne la survie et la croissance de l'enfant, l'éducation et le développement de l'enfant, la protection de l'enfant et l'autonomisation des adolescents dans une approche participative et qui seront exécutées dans les 5 régions du pays, y compris Lomé, puissent renforcer les acquis et améliorer les indicateurs dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Le ministre de la Planification a par ailleurs souligné l'importance de ce document qui s'inscrit dans la politique de la stratégie de la croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Le budget total de ce programme sur 3 ans s'élève à 16 milliards de francs CFA. La semaine nationale de l'évaluation des politiques publiques a pris fin ce vendredi. 4 jours d'échange et de partage d'expériences sur le processus d'élaboration de la politique nationale de cette évaluation. En clair, ces consultations vont permettre à terme l'élaboration d'un document qui servira de jauge aux actions de développement du gouvernement. Des précisions avec Clarisse Attiklé. Les bases de la politique nationale de l'évaluation des politiques publiques et de gestion axée sur les résultats de développement viennent d'être posées. C'est un véritable processus à caractère participatif qui concerne toutes les catégories socio-professionnelles. Il s'est agi de les amener à mieux maîtriser les différents aspects du concept de l'évaluation des politiques publiques et de gestion axée sur les résultats de développement. Le ministère auprès de la présidence de la République, chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques, entrevoit déjà des lendemains meilleurs pour ce processus. Il vise une croissance forte et inclusive pour le Togo en vue de la promotion de la bonne gouvernance. Le principal enseignement de cette semaine, c'est que les outils sont d'ores et déjà à notre disposition. Nous avons essayé de les partager. Nous avons également essayé de partager les meilleures pratiques, en particulier avec l'exposé du cas béninois. Et nous avons surtout compris qu'il y avait des attentes très fortes du public. Le reste du processus, ça va être le déplacement dans les 5 régions du pays pour échanger avec les catégories socio-professionnelles, d'une part pour avoir les indicateurs les plus participatifs possibles de l'évaluation et d'autre part d'expliquer le plus possible l'intérêt de l'évaluation des politiques. Dans cette initiative, le Togo a bénéficié de l'appui de la Banque africaine de développement et de la Communauté africaine des pratiques sur la gestion axée sur les résultats de développement, dont le Togo abrite désormais une cellule nationale. C'est un comité de 5 membres dont la tâche sera d'assurer la formation de toutes les couches sociales sur tous les paramètres de la gestion axée sur les résultats de développement.
L'émission Au cœur de la nation de ce soir portera justement sur ces assises avec pour thème les enjeux de l'évaluation des politiques publiques et de la gestion axée sur les résultats au Togo. Un thème qui sera débattu par Franck Missité et ses invités à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise. Autre actualité, la lutte contre l'arbitraire en matière de justice et du non-respect des droits de l'homme se poursuit au Togo. Un document servant désormais de guide aux magistrats et aussi aux autres acteurs de la justice dans l'exercice de leur profession a été élaboré. Il va permettre de barrer la route aux dérives qui fragilisent la justice togolaise. Komu Poyode. Une justice plus proche du justiciable, œuvrant à la restauration d'un climat de confiance et de convivialité. Une justice débarrassée de tous les maux qui freinent son bon fonctionnement et qui fait du droit son cheval de bataille. C'est l'aspiration profonde des populations togolaises, notamment les couches vulnérables. Et c'est justement pour instaurer une justice plus juste que le gouvernement a entrepris une politique de modernisation de la justice depuis 2005. Initiative visant à appeler les magistrats et autres acteurs de l'institution judiciaire à faire leur travail en toute impartialité. Dans certaines situations, le magistrat, il ne rend pas une décision selon la règle du droit et selon sa conscience, mais qu'une décision peut être inspirée par une influence quelconque. Cette influence peut venir d'un membre de la famille, d'un ami, d'une puissance économique ou même d'ailleurs. Il importe donc d'instaurer une dynamique qui va permettre de barrer la route à ces dérives qui fragilisent la justice. D'où l'élaboration de la directive numéro 001/2013/CSM sur l'éthique et la déontologie du magistrat. Lancé ce matin, ce document sert de feuille de route à l'exercice de la profession. La finalité de la justice, c'est la paix sociale. Alors, on ne peut pas être dans une société sans écouter justement les réactions de ceux ou de celles que nous sommes en train de servir. Nous savons que la justice est décriée en ce moment, d'accord, mais c'est des critiques parfois justifiées, parfois non justifiées. Mais nous tenons compte des critiques justifiées et nous voulons changer. Et à l'endroit de tous les magistrats, nous disons, la Constitution nous demande de rendre la justice en toute impartialité, en toute indépendance. À l'occasion, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a salué cette initiative du Conseil supérieur de la magistrature qui vient en renfort aux efforts du gouvernement dans le règlement des litiges. La roue de l'histoire de la justice togolaise tourne et elle continuera de tourner inlassablement. Chaque jour apporte dans son administration sa note d'appréhension, d'inquiétude, d'amertume, mais aussi de joie, de bonheur et d'espérance. Je vois cette roue tourner dans le sens de l'espérance, éloignant progressivement l'institution judiciaire de son passé tumultueux pour la mener vers des lendemains resplendissants et glorieux. Aussi doivent-ils reconnaître que la profession de magistrat est un sacerdoce. L'engagement et la responsabilité doivent refléter le serment qu'ils ont prêté. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, porte à la connaissance des honorables députés que, conformément à l'article 55 de la Constitution, la première session ordinaire de l'année s'ouvrira le mardi 1er avril 2014 à 15h au Palais des Congrès siège de l'Assemblée nationale. Le 15 mars dernier, un communiqué du ministère de la Sécurité faisait état d'incidents survenus dans la préfecture de Bassar. Incidents qui ont occasionné la mort de 4 personnes, dont le commandant de la brigade territoriale de la ville. Quelques jours après les faits, le ministre Yark Damhan a livré à la presse les résultats de l'enquête et situé les responsabilités. Firmin Adjinari.
L'affaire qui a occasionné la mort de 4 personnes remonte au 15 mars dernier et a trait à un trafic illicite de produits pétroliers dans la préfecture de Bepa Armée, et leur mort et celle du commandant de brigade territoriale relève d'une bavure policière exclusivement imputable au commandant de la compagnie de gendarmerie de Bassar. Une enquête était ouverte pour situer les responsabilités. Donc le gouvernement nous a instruit de former cette commission, une commission mixte composée d'officiers supérieurs de gendarmerie et de commissaires de police. Cette commission a commencé son travail le 19 mars. Donc elle est allée sur le terrain, elle a reconstitué les faits, elle a écouté les uns et les autres. Et le rapport de la commission demande en partie le communiqué. Qu'est-ce que le rapport dit d'une façon succincte? Il n'y a pas eu accrochage entre patrouille de la gendarmerie et les trafiquants. Donc les trafiquants n'étaient pas armés. Il y a eu une mauvaise appréciation entre le lieutenant qui commandait la compagnie et le commandant de brigade qui intervenait suite à une demande des jeunes qui ont dû abandonner leur moto sur le terrain parce qu'ils ont vu deux individus armés qui n'étaient pas en tenue. C'était le lieutenant et un de ses éléments. Donc il y a eu échange de coups de feu entre le lieutenant et son élément, le CB, qui allait porter secours. Maintenant, suite à cet échange de coups de feu, le lieutenant a entretenu un flou pour faire croire aux gens que c'est un accrochage entre la patrouille de gendarmerie et les trafiquants. Or, les trafiquants étaient déjà allés livrer leurs marchandises. Les marchandises à quelqu'un qui était à Kabou, que le lieutenant connaissait, qui a eu à faire sa déposition. Il a informé le lieutenant qui recevait la marchandise ce jour. Donc il est quand même normal qu'on revienne sur ces événements pour situer la vérité. Nous sommes revenus pour vous dire que ces faits malheureux n'étaient pas un accrochage entre les trafiquants et une patrouille de gendarmerie. Aujourd'hui, le gouvernement a instruit la gendarmerie nationale de prendre les dispositions pour que le lieutenant soit présenté dans les brefs délais au parquet de Kara. Ce phénomène récurrent qui fait souvent perdre la vie à des citoyens innocents doit interpeller plus d'un, surtout certains agents des forces de sécurité qui transgressent les lois de la République. Et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et son collègue de la fonction publique portent à la connaissance des candidats que la liste additive des admis au concours direct de recrutement à la police nationale session de septembre 2013 sera publiée dans le quotidien national Togo Presse du lundi 31 mars 2014. Les intéressés sont convoqués au Centre national d'instruction des forces armées togolaises à Kara le 1er avril 2014 pour suivre la formation militaire de base. Santé à présent, le taux de stigmatisation et de discrimination à l'endroit des personnes vivant avec le VIH-Sida au Togo est de plus en plus élevé malgré la loi interdisant ces formes de pratique. L'information vient des responsables du CNLS ce matin en réunion de restitution des résultats d'une enquête. Comment peut-on? Les personnes vivant avec le VIH-Sida font toujours face à la stigmatisation et à la discrimination, et ce, malgré le vote en 2005 d'une loi qui les protège contre ces actes discriminatoires. Un ensemble de préjugés qui se traduit par des comportements de rejet sexuel, d'exclusion au sein de la famille, de difficultés d'accès au logement, aux soins de santé, à l'emploi. Selon une enquête à travers tout le territoire togolais, 2 personnes sur 5 vivant avec le VIH-Sida ont été victimes de stigmatisation au cours des 12 derniers mois. Un taux jugé élevé. Comme vous avez vu, même les PVS s'auto-stigmatisent. Et les gens, c'est quoi? C'est la peur d'être infecté. C'est la peur de toucher la personne VIH. C'est la peur que la personne soit infectée, la famille soit infectée. La peur que d'être associé à la réunion de famille. Donc, c'est très important pour nous de continuer la sensibilisation. Si les gens comprennent les mots de contamination, les mots de prévention, et s'ils comprennent que les moyens par lesquels on peut arriver à ne pas attraper la maladie, on peut réduire de plus de 50% les points de stigmatisation.
comme vous avez vu, c'est lié vraiment au préjugé. La lutte contre le VIH-Sida au Togo devra atteindre d'ici 2015 0 cas de décès liés au VIH-Sida, 0 stigmatisation et 0 infection, selon les objectifs fixés. C'est pourquoi les acteurs sont appelés à mener des actions concertées pour éradiquer ces préjugés. La sensibilisation reste un levier essentiel. Et puis les districts sanitaires préfectoraux d'Agou et d'Adeta viennent de bénéficier de matériel sanitaire de la part du chef du gouvernement, matériel remis par le directeur de cabinet. Ce geste vise à appuyer ces deux unités en lit d'hospitalisation pour ainsi accroître leur capacité d'accueil des malades. Silver Abdou. Au centre-ville d'Adeta, chef-lieu de la préfecture de Kwélé, se trouve le centre médico-social de la localité. Cette structure a été implantée il y a environ 10 ans et c'est ici justement que la délégation du chef du gouvernement, Artem Kwesi-Selagodia Omezounou, s'est rendue pour la remise officielle de matériels médicaux. Des lits d'hospitalisation pour appuyer l'unité sanitaire et renforcer la capacité du district en vue de répondre de façon permanente et adéquate aux attentes de la population en matière de soins de qualité. Avant Adeta, le district sanitaire préfectoral d'Agou a lui aussi bénéficié du même geste pour accroître la capacité d'accueil de cette formation sanitaire. Je suis vraiment ému par ce don qui vient renforcer le plateau technique de l'hôpital d'Agou. Nous allons en faire bon usage. Nous savons que sans la santé, on ne peut rien faire. La santé est la première richesse. Et comme ils pensent à la santé du peuple, nous leur devons notre grande reconnaissance. Ces lits que nous venons de recevoir vont augmenter de plus de 35% la capacité de nos structures d'hospitalisation. Et au sein de la population, ou bien pour les malades, ça va permettre de réduire le nombre des évacuations évitables. Pour la délégation du Premier ministre, ce geste témoigne de la volonté du gouvernement togolais de soutenir le secteur de la santé pour le bien-être des populations. Le gouvernement togolais, bien qu'il entretient une politique de grands travaux, le chef de l'État a demandé au gouvernement d'être à l'écoute des populations. Donc ce n'est qu'une logique. Le chef du gouvernement est dans la logique du chef de l'État pour être à l'écoute des populations, pour s'occuper du quotidien des populations, notamment en santé. Après avoir appelé à l'assistance la feuille de route du Premier ministre, il a été demandé à la population des deux localités ainsi que le personnel des districts d'en faire bon usage du matériel qui a été remis à ces deux districts sanitaires. Hors du Togo, le virus Ebola qui touchait jusqu'à présent le sud de la Guinée est apparu pour la première fois à Conakry, la capitale. 4 cas ont été officiellement confirmés. Depuis quelques semaines, ce virus qui entraîne des fièvres hémorragiques a tué au moins 77 personnes en Guinée, 5 au Libéria et 1 en Sierra Leone. La vigilance est maximale dans les 6 pays frontaliers du pays. Au Togo, 12 stagiaires venus du Togo, du Burkina Faso et du Mali sont au terme d'un an de formation sur la gestion moderne des ports. Une formation organisée pour la 6e fois consécutive. Ils ont reçu leur certificat hier à Lomé. Le compte rendu avec Charlotte Moussime. Après une année de formation, les 12 stagiaires de la communauté portuaire formés sur la gestion moderne des ports reçoivent leur attestation de fin de formation. Inscrite dans le programme Train for Trade, cette formation vise à faire participer davantage et plus efficacement ces agents dans l'atteinte des objectifs fixés par leurs institutions respectives. À la suite de cette formation, nous acquérons des compétences et des connaissances qui nous permettent d'être efficaces dans notre activité tous les jours. Et ensuite, ça nous permet effectivement aussi d'apporter globalement, si vous voyez l'ensemble de toute cette promotion-là, globalement, à faire en sorte que le port puisse avancer justement dans ses activités et pour avoir le meilleur rendement dans tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, puisqu'hier et davantage demain, la meilleure performance professionnelle a été et sera le fruit de la compétence. Dans tous les cas,
l'effort fourni ne sera pas vain. Et je vous interpelle sur la nécessité de continuer à vous former, maintenant par vous-même et en relation avec vos supérieurs hiérarchiques, ainsi qu'en contact avec votre environnement socioculturel. Cette 6e promotion porte à 86 le nombre total de bénéficiaires de ce programme qui couvre 8 pays francophones. La cérémonie de remise de diplôme a été couplée de la passation de service au poste de secrétariat permanent de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED. Admis à la retraite, Hippolyte Kokossou passe le témoin à Dopé Johnson à Javon. Entre autres objectifs, la CNUSED offre des services spécialisés aux États membres sur les questions relatives à l'investissement et au développement des entreprises. Et ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. Les statistiques au service des actions gouvernementales, c'est l'objectif d'un projet initié depuis 2013 par l'Union européenne pour permettre la transparence des politiques publiques. L'UNICEF réaffirme son engagement à œuvrer aux côtés du Togo pour le bien des enfants togolais. Un plan d'action socio-éducatif et sanitaire vient d'être conclu pour la période de 2014 à 2016. Et puis la directive sur l'éthique et la déontologie du magistrat. C'est la nouvelle trouvaille des responsables du secteur judiciaire. Elle va permettre une meilleure réglementation de la profession de magistrat pour mieux répondre aux aspirations des justiciables.